Chers amis, bonsoir, vous êtes sur Paix et Guerre pour une 65e édition de nos Mondoscopies. Nous sommes le 2 avril 2025. Abonnez-vous à la chaîne, s'il vous plaît. Abonnez-vous aussi au Cercle, Paix et Guerre. Nous avons eu quelques petits problèmes techniques là d'enregistrement, mais voilà, il y a des clés du monde qui arrivent. Il y en aura une sur le Moyen-Orient, parce que je ne vais pas avoir le temps de traiter aujourd'hui, et sur ce qui se passe avec les Houthis notamment. D'ici la fin de la semaine, il y aura aussi le grand direct ce dimanche pour les membres du Cercle Paix et Guerre, donc abonnez-vous. Voilà, il faut qu'on soit de plus en plus nombreux. Et puis bien sûr, la chaîne, c'est tout simple, vous abonnez, vous appuyez sur la cloche, toujours la même chose. Bon. Alors, aujourd'hui, je vais aborder 3 points. Le premier, c'est les conséquences et enfin le contexte. Je vais essayer de vous expliquer ce qu'il en est de la guerre sur les tarifs douaniers qui est lancée par Donald Trump, j'allais dire worldwide, hein, pour le monde entier. Et donc, on va parler de ça, parce que c'est assez important en termes géopolitiques, à vrai dire. Deuxièmement, je vais faire un point sur les négociations en Ukraine, ce qu'il en est. Et d'ailleurs la situation en Ukraine de manière générale. Et troisième point, qui sera beaucoup plus court, mais enfin, je voudrais dire un petit mot sur la crise actuelle dans les relations franco-algériennes, les derniers développements et ce que je pense que ça révèle de notre diplomatie, de notre politique étrangère. Voilà, donc ça, c'est les 3 points aujourd'hui que je vais aborder pour vous. Alors, le premier, aujourd'hui, 2 avril, aux États-Unis, c'est ce que Trump a appelé le Liberation Day, le jour de la libération. En fait, Donald Trump lance une guerre des tarifs douaniers à l'échelle du monde vis-à-vis de tout un tas de pays qui font du commerce avec les États-Unis. Alors, bon, il y a beaucoup de pays, hein, bien sûr, tout le monde est concerné, à vrai dire. Le premier effet, pour le moins négatif à mon avis, que ça a déjà, c'est sur un trio de pays qui ne sont pourtant pas connus pour être des alliés et qui avaient plutôt des relations, en tout cas pour 2 d'entre eux, très étroites commerciales avec les États-Unis. C'est la Corée du Sud, le Japon et la Chine. Qui sont en train de se rencontrer pour essayer de coordonner une réponse à cette attaque, à ce qu'ils perçoivent comme une attaque américaine, en fait, sur leur croissance, sur leur économie. Donc, ce n'est pas des alliés naturels. Et donc, on voit bien que là, si vous voulez, ce que fait Trump va avoir des incidences géopolitiques inattendu et, à mon avis, contre-productif pour les États-Unis, parce qu'il les réunit finalement contre les États-Unis. Bon. Le nouveau Premier ministre japonais, qui avait plutôt des relations assez tendues avec la Chine, manifestement, voilà, comprend que là, il faut se rapprocher, en fait, de la Chine. Et donc, ces trois pays exportent beaucoup, évidemment, vers les États-Unis, donc ils vont être très affectés. Et, en fait, ça va aboutir à quoi ? Ils vont évidemment augmenter très probablement, leur commerce entre eux et donc recalibrer leurs relations, en fait, économiques, mais à un moment donné, ça va aussi recalibrer leur perspective, leur manière de voir géopolitiquement les États-Unis, voilà, avec Washington. Donc, les Japonais, les Coréens du Sud, les Chinois, eux, sont évidemment furieux, furieux à la chinoise, c'est-à-dire d'une manière extrêmement zen, si j'ose dire, en expliquant que, parce qu'en fait tout ça c'est lié à la tentative de pression américaine pour que les Chinois fassent pression sur les Russes et pour que les Russes se rendent aux exigences ou aux demandes américaines dans le cadre du cessez-le-feu en Ukraine. Puisqu'il y a toujours ce gros problème qui est en fait le problème principal de cette négociation, c'est l'ordre des priorités qui est inversé entre les Russes et les Américains voulant un cessez-le-feu global,
avant de discuter de tout un tas d'autres choses, et les Russes voulant discuter des racines du conflit avant toute chose et avant d'en venir à un cessez-le-feu global. Bref, pour revenir à la question douanière, ça va donc abîmer en fait beaucoup de relations commerciales et politiques derrière entre les États-Unis et tout un tas de pays. Je pense à l'Inde, qui est aussi un partenaire important des États-Unis. Bon, la Russie, elle est, à vrai dire, assez peu concernée parce qu'elle exporte très peu aux États-Unis. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que la manœuvre américaine est déjà en train d'échouer, si vous voulez, puisque en ce moment même, à Moscou, se rencontre le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, que vous connaissez, et son homologue chinois, Wang Yi. Sachant que Wang Yi, c'est vraiment un équivalent, et même peut-être plus qu'un équivalent à Lavrov, parce que non seulement c'est un ministre, il est ministre des Affaires étrangères, mais il est aussi le conseiller pour les questions de sécurité de Xi Jinping, il est aussi membre du bureau politique du Parti communiste chinois. Donc c'est si vous voulez, c'est une sorte de leader, enfin il fait partie vraiment du cercle le plus restreint autour du président chinois. Donc c'est une personnalité très importante quand elle se déplace, quand elle parle. C'est pas n'importe qui parle. Voilà, c'est pas seulement le ministre des Affaires étrangères chinois. Et il a en plus de très bonnes relations depuis déjà quelque temps avec Sergueï Lavrov. Donc, et il verra très probablement aussi Vladimir Poutine et très probablement aussi Ushakov, qui est le conseiller pour les affaires étrangères politiques, si vous voulez, qui n'est pas ministre, mais qui est le conseiller de Vladimir Poutine. Et c'est aussi Ushakov qui fait le lien avec ce qui se passe sur le dossier ukrainien et donc avec les Américains. Donc, si vous voulez, en fait, ce qui se passe, c'est que l'idée américaine, le plan américain, qui est très largement, à mon avis, et de plus en plus un fantasme, si Trump continue avec ce type de méthode, le découplage, l'idée d'un découplage entre la Chine et la Russie commence à avoir du plomb dans l'aile parce que je pense que voilà, si Trump croit que c'est en faisant pression sur la Chine que ça va produire des effets positifs, un, sur la négociation en Ukraine, c'est-à-dire que les Chinois vont faire pression sur Moscou, et deux, que ça va sortir, si vous voulez, que ça va distendre les liens entre Moscou et Pékin, je pense qu'il se trompe, d'abord parce qu'on ne peut pas vouloir les deux à la fois. Et en tout cas, ce qui est en train de se passer, c'est que le partenariat russo-chinois est plutôt clairement en train de se renforcer. Si on regarde les déclarations qui sont faites depuis hier par les uns et les autres, côté russe et côté chinois, ce sont des déclarations, bien sûr, dans le langage diplomatique le plus policé, le plus vaste, le plus englobant possible. Mais enfin, c'est plutôt une réponse, un niet, un niet très clair des Russes et des Chinois à Washington sur le thème c'est pas comme ça que tu vas obtenir des concessions de notre part, ni des uns ni des autres. Bon, tout ça, ça se passe dans le contexte d'un article très important qui vient de sortir dans le New York Times, que je vous invite à lire. J'essaierai de mettre le lien vers cet article en description pour que vous alliez le voir. Il est très long, il est extrêmement fourni et tout à fait passionnant parce que, en fait, bon, vous me direz, moi ça m'étonne guère, mais enfin, là, c'est dit, c'est expliqué en détail. En fait, ce n'est pas simplement une guerre par proxy qu'a menée l'Amérique à la Russie via l'Ukraine, c'est une guerre extrêmement directe et beaucoup plus directe encore qu'on ne le pensait, puisque dans cet article est décrit par le menu la manière dont les Américains, dès fin mars, avril 22, ont pris en main les Ukrainiens au plan militaire,
il y a eu un QG qui s'est installé à Wiesbaden, dans un ancien auditorium, où il s'est agi de planifier et d'aider directement les armées ukrainiennes dans leurs opérations contre la Russie. Et finalement, on se rend compte qu'en fait, à part mettre des troupes au sol, les Américains étaient complètement les mains dans la guerre qui est menée depuis 3 ans. Alors, ça se voit surtout sur les armes, parce que là est décrite la manière dont progressivement les Ukrainiens ont demandé soi-disant des armes. En fait, ce n'est pas les Ukrainiens seulement qui demandaient, ce sont les généraux américains qui les accompagnaient de manière extrêmement étroite. Alors, le général Cavoli, le général Donahue, il y avait aussi des Canadiens, il y avait aussi, bien sûr, des Britanniques. Mais enfin, le général Agouto, le général Milley, donc, qui était chef d'état-major à un moment donné des forces américaines. Tous ces gens-là, et bien sûr tout un tas d'autres, à niveau légèrement inférieur, ont en fait au jour le jour décidé des attaques, du ciblage, de tout pour et avec les Ukrainiens. Et ça, alors ça se voit sur le plan des armes parce que là est bien décrite la manière dont on est passé d'abord des batteries d'artillerie M777, puis aux tanks, puis aux HIMARS, puis aux ATACMS, voilà. Et progressivement, alors ce qui est bien décrit aussi, c'est la manière dont, au début, ça se passait en phase totalement, et puis à un moment donné, les Ukrainiens ont commencé à ne pas donner tout à fait, à ne pas, suivre tout à fait les conseils américains, et à garder un certain nombre d'informations pour eux. Bref. Donc, si vous voulez, l'idée enfin, tout ce qui est porté par cet article, c'est qu'en fait, quand les Russes disent on a été agressés, c'est pas nous qui avons agressé, on a été agressés en fait dans un conflit non seulement prévu de longue date, mais mené au jour le jour par les forces américaines. Là, il y a une comment dirais-je, une démonstration. Donc, je vous invite vraiment à lire cet article. Je vais le mettre soit sur la chaîne, soit carrément lié, si j'ai le temps, à cette émission. Bref. En tout cas, depuis 3 ans, donc, c'est la Russie, clairement, qui, de la part des États-Unis, a été mise sous une pression maximale, avec les résultats que l'on sait, c'est-à-dire insuffisants, pour le moins. Donc, c'est la Russie et c'est pas la Chine. Je ne parle même pas de la guerre économique lancée contre Moscou, les sanctions dans tous les sens, etc. etc. Ça éclaire aussi peut-être une partie de la clairvoyance initiale d'un Trump qui, sachant tout cela, ou ayant été informé de tout cela, a bien conscience de l'ampleur en fait de l'échec américain. C'est-à-dire que malgré tout ça, ça n'a pas marché. C'est pas seulement les Ukrainiens, même si aujourd'hui les Ukrainiens sont les boucs émissaires idéaux, et d'ailleurs dans l'article, on explique que voilà, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, ils n'ont pas suivi les conseils américains, etc., etc. Parce que c'est un peu simple. Si vous voulez, on voit bien qu'en fait c'est l'Amérique qui a échoué. C'est l'Amérique qui a échoué. Donc, et pendant toute cette période, si vous voulez, la Chine a clairement aidé considérablement la Russie à tenir sous cette pression formidable. Et on voit que la stratégie américaine, maintenant, c'est vraiment de déplacer complètement le focus de ces anticipations stratégiques, de ces planifications et de son effort militaire vers la Chine, qui, elle, maintenant, va passer sous une pression maximum, à moins qu'ils ne s'entendent, ce qu'il faut souhaiter, à moins que Trump et Xi Jinping arrivent à quelque chose, j'en parlerai. Donc, en fait, Trump, il ne veut pas un conflit avec la Chine, il veut couper, en fait, affaiblir, si vous voulez, la pénétration de l'économie américaine par les produits chinois. Il considère qu'il y a beaucoup trop d'importations chinoises aux États-Unis. Pour Taïwan, d'ailleurs, c'est la même chose, à mon avis, du point de vue de Trump. Autour de lui, c'est autre chose, mais
Trump, il a cette manière, et d'ailleurs c'est la même chose avec les Européens, il fait toujours la même chose, c'est-à-dire il dit mais en fait vous avez profité des États-Unis tous, vous avez abusé de notre générosité et ça suffit maintenant. Bon, alors évidemment ça c'est l'approche de Trump, mais il a des gens autour de lui qui ont une ligne beaucoup plus dure, notamment vis-à-vis de Taïwan, et qui donc sont en train d'expliquer que s'il faut, il faut planifier en tout cas une possible invasion de Taïwan, parce que Taïwan, voilà, si jamais la Chine considérait qu'elle doit s'en emparer et qu'il y ait un fait accompli chinois, eh bien, il faudrait être capable d'y répondre militairement. Et donc, ça leur sert pour réorienter, en fait. C'est à ça que sert Taïwan aussi. Ça leur sert à laisser tomber un peu le théâtre européen et refiler aux Européens le bébé ukrainien, si j'ose dire, et réorienter toute l'architecture militaire américaine vers l'Indo-Pacifique, ce qui est dans les cartons depuis quelques années, mais ce qui, là, est en train de prendre un coup d'accélérateur, très au-delà de la défense sur la sécurité intérieure, parce que ni la Chine, ni Taïwan sous emprise chinoise ne menacent la sécurité intérieure des États-Unis. Bon, donc on voit bien qu'il y a un déplacement, mais assez massif, si vous voulez, à l'américaine, c'est-à-dire il déplace le focus, la focale, vraiment vers ce scénario, et ça c'est notamment le ministre de la Défense qui a fait... il y a un rapport de la fondation, je crois que c'est Heritage Foundation, oui c'est ça, où il explique ses intentions, en fait, voilà, les intentions du Pentagone. Donc en fait, il s'agit pour les États-Unis de se renforcer militairement pour être suffisamment fort pour dominer la Chine. Et de ce point de vue-là, l'invasion russe en Ukraine devient assez secondaire et doit être relayée effectivement vers les Européens, surtout qu'ils sont extrêmement va-t-en-guerre. Bon, et tout ça, c'est quand même des rêves. Hein. Je pense que c'est des rêves de stratèges américains qui vivent un peu dans leur monde. D'abord parce que, d'un point de vue géopolitique, la conquête de l'Ukraine par la Russie, si c'était son objectif, je ne pense pas que ça le soit, mais enfin, si c'était son objectif, ça aurait des conséquences géopolitiques infiniment plus importantes, n'est-ce pas, qu'une prise de Taïwan par la force, par la Chine, d'abord. Mais bon, il y a aussi la question, bien sûr, de cette fameuse société, TSMC, société de production de semi-conducteurs. Et il faut comprendre que la politique américaine, y compris finalement militaire, c'est ça le complexe militaro-industriel américain et ses ramifications, est aussi dépendante des intérêts des grandes sociétés technologiques américaines, de tous les tycoons de la tech américains, qui, évidemment, eux, voient TSMC comme un joyau dont il faut s'emparer, même s'il y a déjà des lignes de production qui existent aux États-Unis depuis quelques années maintenant, notamment en Arizona, je crois. Mais voilà, il y a cette idée qu'on ne peut pas laisser ça, finalement, à la Chine. Voilà, ça c'est l'idée américaine. Et puis enfin, d'une certaine façon, Trump doit non seulement faire droit aux ambitions du socle économique de la croissance américaine, bon, qui est effectivement très tech, mais il doit aussi prendre des avis des uns et des autres, et notamment au Pentagone, malheureusement. Donc là, si vous voulez, le problème de Taïwan, ça devient en fait assez psychologique. Ils font une espèce de blocage, de focus, si vous voulez. Alors bien sûr, derrière, il y a des questions
stratégiques, c'est-à-dire il y a les chapelets d'îles, si vous voulez, les lignes d'îlots, de petites îles, qui sont en fait des îles des lignes de défense pour la Chine et que, bien sûr, les États-Unis veulent défier, hein, d'une certaine façon. Mais le problème, c'est qu'il ne faudrait quand même pas entrer à un stade, là aussi, de prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire qu'à force de nourrir et de créer cette menace chinoise sur Taïwan, on en soit obligé, on en arrive à devoir, n'est-ce pas, quand on est les États-Unis, agir. Parce que c'est toujours la même chose, c'est la création de l'ennemi, c'est l'entretien de l'ennemi, c'est la diabolisation de l'ennemi. Bon. En tout cas, quoi qu'il en soit, les États-Unis, avec cet article qui le décrit par le menu, ont mené une guerre secrète, certes, depuis 3 ans, vers la Russie, mais une guerre directe, une guerre militaire, tout quand même en évitant l'escalade nucléaire. Vous savez, c'est toujours, on en parle depuis longtemps déjà, et en fait ils se disent peut-être, il y a certainement des gens au Pentagone pour se dire, mais on pourrait faire la même chose avec la Chine, c'est-à-dire la Chine est une puissance nucléaire aussi, mais moins importante que la Russie, et finalement on pourrait très bien envisager une guerre de harcèlement conventionnelle, pourquoi pas, hein, vis-à-vis des Chinois, sans aller bien sûr jusqu'à l'escalade suprême, l'escalade qui fait que tout le monde perd finalement. Bon. En tout cas, dans l'immédiat, il y a donc un transfert de charges et de pression de la Russie vers la Chine, même si les dernières déclarations américaines, qui ont été abondamment reprises bien sûr, disent que Trump serait très énervé de l'attitude des Russes dans la négociation, il envisagerait aussi de reprendre, de recoller des sanctions, il envisagerait d'interrompre le trafic russe dans la Baltique, enfin bon bref, voilà, il y a plein de choses qui restent, mais il faut comprendre aussi que Trump il ne peut pas apparaître non plus dans cette négociation avec les Russes comme étant trop, j'allais dire, trop conciliant. Il est obligé de temps en temps de faire des petites éruptions, n'est-ce pas, d'hostilité ou d'irritation pour ne pas être en but à des critiques trop fortes intérieures, en fait, intérieures. En tout cas, si Trump, avec cette guerre des tarifs, impose des sanctions à tous ses partenaires économiques, bon, si vous pensez à Mexico, si vous pensez à la Grande-Bretagne, c'est pour ça d'ailleurs que le Premier ministre Starmer était à Washington il n'y a pas longtemps, à mon avis ils ont dû discuter un certain nombre de choses, il y a des pays qui ne vont pas s'en remettre, enfin je veux dire, je pense au Mexique déjà, donc on est manifestement, il y a quand même un problème dans cette approche américaine qui consiste toujours à commencer par taper, par menacer. Là, ça pourrait avoir un effet boomerang assez lourd et on pourrait s'approcher vraiment d'une récession économique mondiale et on en parle de plus en plus parce que les États-Unis peuvent se retrouver finalement victimes de leur agressivité. Et puis je pense à des pays aussi comme l'Allemagne, par exemple. Alors l'Allemagne, elle a déjà délocalisé une partie depuis la guerre en Ukraine. Elle a clairement délocalisé une partie de sa production industrielle aux États-Unis. Donc bon, mais le nouveau chancelier a décidé de se lancer dans un immense plan de réarmement de l'Allemagne qui va se faire avec de la dette. Et pour quel client d'ailleurs? Qui va acheter ces armements? C'est pas si simple de vendre des armes, n'est-ce pas? Et donc l'Allemagne, qui était quand même un pays avec un excédent commercial, va se retrouver à produire des armes stupidement, qui se vendront mal, et on risque d'avoir une Allemagne qui va se retrouver en déficit commercial assez rapidement, à quelques années, ou peut-être même devenir des importateurs nets d'ici quelques années, avec une dette qui explose, avec une désindustrialisation
dramatique parce que, évidemment, ils se sont fait couper le gaz, donc l'énergie bon marché et abondante qui portait l'industrie allemande n'existe plus maintenant. Tout ça, il faut comprendre que l'Allemagne, elle entraîne aussi l'économie européenne largement, donc tout ça est extrêmement en fait dangereux pour l'Europe et pour le monde d'une certaine manière. Et on voit bien que les Allemands, là, ils sont, à mon avis, dans une situation dont ils ne mesurent pas les conséquences. Ils sont victimes à la fois de leur alignement vis-à-vis de la précédente administration, dans la croisade anti-russe, victimes de leur idéologie, et ils ne comprennent pas manifestement ce qu'il faut tirer comme conclusion de l'état actuel, 1, du conflit, 2, de la possibilité peut-être d'un accord de paix, 3, de la reprise de relations normales, comme le propose d'ailleurs la chef de l'AfD, de relations normales économiques avec la Russie. En tout cas, tout ça, tout ce qu'est en train de lancer Trump, je ne sais pas s'il s'imagine que c'est juste des atouts dans une négociation, dans un deal, mais ça va accélérer en fait la bascule du monde, ça va accélérer le rapprochement de certains pays contre les États-Unis. On le voit dans le trio Chine, Corée du Sud et Japon, trio improbable, trio dont on n'aurait pas pensé qu'il puisse exister il y a encore même quelques mois. Donc moi j'espère que tout ça va retomber et que Xi Jinping et Donald Trump, et ça il y a quand même des gens dans l'administration américaine qui le souhaitent, il y a Tulsi Gabbard qui le souhaite, il y a Vance qui le souhaite, ils vont trouver un accord un peu plus intelligent, en tout cas un partage, si vous voulez, un partage de pouvoir, d'influence, des rééquilibrages selon les secteurs, selon les domaines, qui fassent qu'ils se partagent les choses au lieu de vouloir se les piquer. Voilà, tout simplement. Bon. En tout cas, s'il y a une récession mondiale, ça, il est certain que ça va augmenter, accroître les tensions internationales. Et de ce point de vue-là, le voyage de Wang Yi à Moscou est très important. Parce qu'en fait, c'est vraiment, là, ils viennent, dans leur déclaration, ils viennent de relancer leur partenariat, d'expliquer qu'il est quasiment sans limite. De toute façon, les Russes n'ont clairement pas assez confiance dans les Américains pour mettre en danger leur relation avec la Chine. Et l'article du New York Times, de ce point de vue-là, a certainement fait l'effet aussi d'une bombe. Peut-être que les Russes n'ont rien appris, mais si vous voulez, le fait que ce soit dit, en fait, ça les aide. Ça les aide à avoir une position beaucoup plus dure vis-à-vis des États-Unis. Voilà, donc si vous voulez, ce point, c'est pour dire que la méthode américaine, clairement, vis-à-vis de la Chine comme de la Russie, n'est pas la bonne. Parce qu'il y a des effets de vase communicants. C'est tout le problème, si vous voulez. Si vous mettez la pression sur la Chine commercialement et aussi en même temps sur la Russie, le calcul est mauvais parce que ça les pousse l'un vers l'autre. Ça pousse la Chine à répondre avec condescendance aux États-Unis sur le thème, mais on n'a pas l'intention de se priver des importations de pétrole russe parce qu'on risquerait des sanctions. Si vous voulez, ils vont faire bloc. Voilà, ils vont tout simplement faire bloc. Ils expliquent d'ailleurs que ce partenariat multifacette n'est évidemment pas dirigé contre un tiers, sous-entendu contre Washington, contre les États-Unis, mais en même temps, c'est quelque chose de solide. Donc l'ingérence, essayer d'enfoncer un coin là-dedans, ça va être, il n'y aura pas de découplage. Voilà. Donc, tout ça pour conclure, mon premier point est pour dire que plus Trump attend, s'accroche à son idée d'un cessez-le-feu global avant tout, parce que lui, il en a besoin pour des raisons, évidemment, de politique intérieure. C'est-à-dire, j'allais dire, c'est presque un succès de relations publiques, en fait, qu'il cherche pour dire, ben voilà, j'ai obtenu le cessez-le-feu global, regardez, j'avais dit que je le ferais, je le fais, je l'ai fait. Je pense que plus il s'accroche à ça, plus il va durcir la position des Russes
et des Chinois, plus le couple des deux va se renforcer, et donc il faut qu'il change d'approche, il faut qu'il hâte les négociations, qu'il reprenne les négociations sérieusement, qu'il discute des points de fond avec la Russie, et qu'il empêche finalement la poursuite des affrontements. Parce que je pense aussi que concernant les Européens cherchent à lui savonner la planche en faisant pourrir le conflit, en le maintenant toujours à bas feu. Bon. Mais en même temps, probablement, Trump se dit, après tout, ça me donne aussi un pouvoir, enfin les Européens ont un pouvoir de nuisance sur moi, mais c'est aussi un pouvoir que j'ai de nuisance sur la Russie, en disant, ben oui, mais les Européens, voilà, ils sont là, ils font quand même une pression par leur mauvaise volonté, si vous voulez, sur Moscou. Mais je pense que tout ça est un mauvais calcul. Je pense qu'il doit aller au bout de son idée initiale, qui était d'arriver à trouver un accord rapidement entre Moscou et Washington sur l'Ukraine, avant que ça ne dégénère de nouveau, et surtout que l'avance russe en Ukraine se poursuit, parce qu'elle se poursuit. Alors, où en est-on? Deuxième point, des négociations. Bon. Il y a eu 2 déclarations très récentes, là, assez préoccupante, pas inquiétante, mais préoccupante, l'une du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, et l'autre du vice-ministre des Affaires étrangères, Ryabkov. Alors, Peskov, il a dit que les contacts se poursuivent, mais qu'on est dans une phase difficile, parce qu'il faut beaucoup d'efforts supplémentaires. Et ça, c'est clairement une réponse aussi aux menaces américaines de sanctions s'il n'y avait pas de cessez-le-feu inconditionnel. Voilà. Et puis Ryabkov, lui, il a dit clairement, donc là j'ai la déclaration, la Russie ne peut pas accepter les propositions américaines de mettre un terme au conflit en Ukraine dans leur forme actuelle. Pourquoi? Parce qu'elle ne traite pas des problèmes que Moscou considère comme étant à l'origine du conflit. Bon, ça veut dire qu'on est quand même dans une phase d'impasse pour l'instant. Donc, il suggère, enfin il dit que Moscou et Washington n'ont pas été capables de réduire les différences, si vous voulez, entre eux, et d'adresser, enfin de traiter les points que Vladimir Poutine avait mis en exergue, enfin soulevé, il y a 2 semaines, lorsque il avait dit que les propositions américaines avaient besoin d'être retravaillées. Bon. Donc, voilà, ça c'est toujours la même question. Est-ce qu'on met le cessez-le-feu et après on parle du fond, ou est-ce qu'on parle du fond et on aboutit à un cessez-le-feu? Bon. Je pense que les Russes ne bougeront pas de ça. Voilà. Parce que, entre guillemets, ils n'ont que modérément confiance. Ils peuvent chercher, ils peuvent être de bonne volonté, ils peuvent vouloir rétablir un dialogue de confiance, mais et puis ils n'apprécient pas les menaces, de toute façon, encore moins les intimidations. Donc l'affaire des sanctions, si vous voulez, ça me semble complètement ridicule. Voilà, les menaces sur réimposer des sanctions et interdire ce qu'on appelle la flotte fantôme russe dans la Baltique, essayer de l'empêcher de poursuivre le commerce, essentiellement commerce de pétrole à travers la mer Baltique. Ça, je pense que c'est pas des méthodes et c'est pas des bonnes idées. C'est-à-dire, si on prétend rétablir la confiance, on ne peut pas faire ce genre de menaces. C'est contradictoire, c'est contre-productif et contradictoire. Bon, donc, je crois que là, il faut vraiment que les Américains, s'ils veulent arriver à quelque chose, et je rappelle que le temps court parce que, eh bien, les forces russes continuent d'avancer à peu près partout.
notamment sur la rivière Oskol, donc ce qui leur permet en fait d'aller à peu près dans toutes les directions. Il y aurait maintenant une grosse tête de pont là à cet endroit. Il y a d'ailleurs pour l'instant, il y a une sorte de, non pas de trêve, mais en tout cas depuis 1 ou 2 jours, là, il n'y a plus d'attaques russes ou d'ailleurs ukrainiennes de drones et de missiles. Bon, en même temps, les Russes ont tapé très lourdement depuis quelques semaines, donc peut-être qu'ils sont en train de voir où ils en sont et de redéployer leurs efforts, de savoir où agir maintenant. En tout cas, au plan des négociations, on est malheureusement à une phase de pause. Moi, je pense que les Russes donnent du temps à Trump. Voilà, pour qu'ils comprennent. Donc, ils sont patients. Est-ce qu'il y a encore des contacts qu'on ne connaîtrait pas, qui seraient secrets, discrets, entre Rubio, le secrétaire d'État américain, et Lavrov, entre Ushakov et Valls, conseiller à la sécurité nationale, entre Vitkov, l'envoyé spécial, et Ushakov, enfin, je ne sais pas. Mais manifestement, on est à un point d'arrêt pour l'instant. Et on parle, et même les Russes en parlent, d'une offensive en préparation au mois de mai. On me dira à partir du moment où on donne une date, c'est peut-être déjà que ça n'aura pas lieu. En même temps, le mois de mai, il ne faut pas oublier que le 9 mai, il va y avoir si vous voulez, Moscou va devenir un peu le centre de la diplomatie internationale. Il va y avoir les célébrations du 9 mai, 80e anniversaire de la Grande Guerre, de la victoire de l'Union soviétique dans la Grande Guerre patriotique. Il va y avoir Xi Jinping, il va y avoir Lula, il va y avoir probablement l'Indien, il va peut-être y avoir Trump, justement, s'ils arrivent à quelque chose d'ici là. Mais le 9 mai, c'est dans un bon mois, quoi, c'est tout. C'est très très rapide, c'est très vite là. Donc là, je pense que si on laisse passer ça, on risque d'avoir un affrontement qui se poursuivra avec les conséquences à la fois humaines et géopolitiques que l'on connaît, que l'on anticipe, en tout cas ici sur Paix et Guerre, et plein d'autres analystes sont d'accord avec moi, je ne suis pas toute seule, qui sont évidemment négatives. Bon, mon troisième point, c'est un point sur l'Algérie. Donc là, c'est sans doute quelque chose que vous suivez beaucoup plus facilement dans les médias, puisque tout le monde en parle tout le temps. Moi, je voudrais juste dire, donc on en est où? On en est à une future visite là, imminente de notre ministre, je crois, de l'Intérieur et de notre ministre de, je ne sais plus s'il n'y a pas la Justice aussi, qui vont aller à Alger. On en est au fait que donc après cette phase de détérioration et de pression dans les deux sens, mais surtout, à vrai dire, algérienne sur la France, on en est à Boualem Sansal qui est toujours emprisonné, condamné, on en est à nos OQTF qui ne marchent pas, on en était à une phase de tension qui montait et de quasi-rupture, si vous voulez. Alors, nous, on a inventé la riposte graduée, qui est un terme qui vient en fait du lexique nucléaire. Hein. La riposte graduée, c'est à chaque type d'attaque correspond à une réponse graduée. Bon. Pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'on avait la haute main dans notre graduation. En tout cas, le président Macron a manifestement appelé son homologue algérien, le président Tebboune, et Alger a publié un communiqué, une sorte de grand communiqué très amène, très positif, très optimiste, disant que les relations pouvaient reprendre, allaient s'améliorer dans tout un tas de domaines, etc., etc. Bon. Tant mieux. Personnellement, je pense que c'est tant mieux. Mais il y a quelque chose dont on ne parle pas dans les médias. Enfin, j'ai entendu une fois quelqu'un en parler sur un plateau et c'était un intervenant, je crois, qui
qui avait fait cette remarque juste, c'est qu'il y a quand même un lien assez direct entre l'aggravation de la relation franco-algérienne et la décision qui a été prise il y a quelques mois par le président de la République de reconnaître la marocanité, n'est-ce pas, du Sahara espagnol. Il faut quand même faire des liens, quoi. Et celui-là est clair, il est direct. Voilà, tout s'est envenimé à partir de ce moment-là. Donc, la question, c'est maintenant, on en est réduit à aller de nouveau dans l'autre sens, en essayant de faire... finalement, on est obligé, puisque ça a bloqué complètement du côté algérien, on est obligé de revenir à des démonstrations d'amitié, de bonne volonté vis-à-vis d'Alger. Donc, qu'est-ce que c'est que cette politique étrangère, en fait, qui est totalement inconséquente? C'est une politique de coups, c'est une politique d'à-coups, c'est une politique qui n'a pas de... qui n'obéit pas à une vision, à une évaluation de nos intérêts. Je rappelle d'ailleurs que le Sahara espagnol, pour l'ONU, est un territoire non autonome, même s'il est dominé en grande partie concrètement par le Maroc, mais c'est un territoire non autonome. Donc on est en contravention même de ce qui se dit à l'ONU. Et tout ça, pourquoi? Pour quelques milliards de contrats, dont il reste à voir s'ils seront honorés. Pourquoi? Nous avons des relations à tenir avec tous ces pays. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, et c'est la même chose dans bien d'autres parties du monde. Donc je pense que nous payons en fait l'absence de politique étrangère de notre pays et le fait qu'on en est réduit toujours à faire des à-coups, puis à avoir des expédients, et puis à être obligé de revenir en arrière, et puis à faire une déclaration dans un sens, et puis dans un autre. C'est la même chose évidemment vis-à-vis de la Russie. Après avoir dit qu'il ne fallait pas humilier Vladimir Poutine au tout début du conflit, voilà, on est parti dans une politique d'hostilité à tout crin vis-à-vis de la Russie, au moment où, au contraire, il faudrait être capable de réviser notre logiciel mental et de comprendre que les intérêts bien compris de notre pays sont de rétablir un dialogue. Ce sera difficile, certes, mais avec Moscou, en dépit de tout ce que nous avons fait depuis 3 ans. Voilà, je termine sur ce point. Je vous remercie de votre attention. Likez, partagez, abonnez-vous, rejoignez-moi dans le cercle des amis de Paix et Guerre. Tous les liens sont en description de cette vidéo. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis pour les membres du cercle à dimanche soir, 18h30, et pour les autres à mercredi prochain. À très bientôt. Au revoir.